Alors pour continuer de creuser ce thème, on va parler un peu plus pédagogie cette fois-ci, et j'ai le grand plaisir d'inviter à notre table donc Hugo Duras, qui est artiste, peintre et coloriste imaginaire. J'ai vu Hugo tout à l'heure. Et il est là, pardon. Également Laetitia Doré, qui est éducatrice de jeunes enfants, personnes ressources, inclusion pour la ville de Meaux. Et Andrew Matiasco, qui est éducateur de jeunes enfants. Alors, nous proposons de prendre un temps de partage sur le décryptage du thème 2024 afin de nourrir la réflexion des participants. Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant, c'est s'ouvrir aux besoins de l'enfant avant celui de l'adulte, c'est accepter de se mouvoir, s'ouvrir à la joie, au plaisir, à la beauté, c'est s'ouvrir à l'inconnu, laisser place à la créativité. L'inclusion, le plaisir et le mouvement, la créativité, l'observation. Tels sont les axes de réflexion qu'on avait souhaité partager avec vous pour nourrir la préparation de la prochaine semaine de la petite enfance. Donc on a effectivement 3 personnes qui sont là pour le représenter. Laetitia, je propose de commencer effectivement. Donc vous êtes éducatrice de jeunes enfants, membre du comité des passages pour agir pour la petite enfance, double girafe d'or lors de votre passage au sein du multi-accueil de la ville de Meaux. Vous avez un regard aiguisé notamment sur les sujets d'inclusion et d'accompagnement auprès des familles d'enfants porteurs de handicap. Voilà pour le cadre. Et l'inclusion, c'est un axe qu'on retrouve clairement dans le thème 2024. Je citais notamment notre plume Géraldine, qui disait pour parvenir au monde de l'enfant, il faut savoir se mettre à son rythme et être capable de laisser aller d'émerveillement. Est-ce que vous pouvez nous partager des propositions que vous avez déjà mises en place ou expérimentées, les effets sur les enfants et quel projet vous inspire ce thème 2024 ? Bonjour. Alors, comment ça marche ça ? Ah, gagné. Alors, j'ai fait quelques petits slides, mais c'était juste pour ne pas perdre le fil et rester concentré. Je me suis dit que faire ce thème sur « Viens, je t'emmène », c'était d'abord « Viens, on participe ». Effectivement, moi j'ai déjà participé plusieurs fois au Giraffe Award, mais je fais aussi partie du jury depuis 8 ans et donc j'en ai vu passer des dossiers. Et je me dis, à chaque fois qu'on est ici à la cérémonie, je me dis que pour les gens qui regardent, ça doit être difficile, derrière les quelques images et les quelques mots qui sont prononcés, d'imaginer tout le travail qui a été fait et la démarche en fait des personnes. Pourquoi est-ce qu'elles ont participé aux girafes ? Ça marche pas. Ouais, non, raté, c'est l'autre. Ouais. Voilà, pourquoi ? Pourquoi elles participent ? Et c'est une vraie question, c'est-à-dire que effectivement, on a l'impression en regardant tous ces beaux projets que c'est plein de bonnes idées, et puis on peut se dire ah mince, moi j'aurais jamais une aussi bonne idée, alors pourquoi je participerais ? Et en fait, participer aux girafes, je pense pas que ce soit vraiment avoir une bonne idée. En tout cas, la bonne idée pour moi, elle arrive à la fin. La démarche de participer, c'est d'abord se questionner effectivement. Qu'est-ce qui nous donne envie de venir faire ce concours ? Donc, avec l'équipe avec laquelle je travaillais quand j'ai participé, par exemple, la première fois, on a participé parce que l'équipe se plaignait beaucoup du manque de reconnaissance. C'est quelque chose qui revenait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, la reconnaissance, ça s'obtient. C'est-à-dire qu'il faut s'en donner les moyens si on veut de la reconnaissance. Et donc, on s'est dit, vas-y, on va participer au Giraffe Award et on va gagner une girafe. Et comme ça, il y aura de la reconnaissance. On était parti dans l'idée de vraiment de venir ici, et puis ça a fonctionné. En tout cas, pour moi, la seule bonne idée, c'est de participer. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est gagnant, parce que dans la démarche, que ce soit de la semaine nationale ou des Giraffe Awards, ça fait grandir, ça fait travailler ensemble, ça fait travailler l'intelligence collective, donc fatalement, on a gagné quelque chose à la fin. Je fais vite parce que je suis hyper bavarde. Comment ? Ça, c'est l'autre question. C'est bien beau d'avoir envie de participer et de se questionner sur la démarche, mais il y a aussi la façon de faire. Donc, de notre côté, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait cette démarche avec une équipe, on a fait beaucoup de... Comment dire ? On a utilisé beaucoup d'outils, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu une démarche de travail dans laquelle on s'est posé déjà en posant tous les critères des girafes. Qu'est-ce qui est attendu ?
et en impliquant vraiment les parents, les enfants, les professionnels à chaque étape. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de se dire on a une idée et puis on va un petit peu demander aux parents s'ils ont des choses à nous amener. On a vraiment à chaque fois réfléchi d'entrée de jeu tous ensemble, alors souvent avec des outils tout bêtes de brainstorming par exemple, on prend des post-it, chacun écrit ce qui lui vient. On trie les post-it et on se dit tiens, il y a des choses qui émergent, qui se ressemblent, on commence à avoir des idées. Par exemple, pour l'année où on a participé à s'aventurer, le brainstorming, il avait beaucoup parlé de safari, Koh-Lanta, des choses un peu comme ça qui nous émoustillent en tant qu'adultes. Et c'était très sympa. Et ce soir-là, il y a une famille qui est venue avec leur enfant qui fréquentait la crèche jusqu'à l'année précédente et qui était rentré à l'école. Et cet enfant, quand il est arrivé, on lui a tous sauté dessus en lui demandant comment ça va alors, l'école et tout. Et ce petit garçon, il ne nous regardait pas du tout. Il est rentré dans cette salle de réunion dans laquelle il n'était jamais rentré puisque lui, il allait dans la crèche. Et il était comme ça. Et il regardait la salle de réunion comme si c'était la 7e merveille du monde, alors que clairement, cette salle, elle est moche. C'est une salle de réunion, quoi. Enfin, c'est un plafond, des murs. Et pour lui, c'était ouf. Et du coup, à la fin de la soirée, on s'est dit, mais en fait, pour les enfants, s'aventurer, c'est carrément pas un safari ou Koh-Lanta ou je ne sais quoi. Rentrer dans une salle de réunion, c'était déjà une grosse aventure pour cet enfant-là. Et donc, ça a complètement modifié notre perception des choses. Donc, on n'a pas oublié ce que les parents avaient proposé ou les pros. On a fait un safari, on a fait quelque chose de complètement aventureux, mais à hauteur des enfants. C'est-à-dire que cette année-là, on a fait rentrer toute la ville dans la crèche. On a transformé notre crèche en ville. Avec ses quartiers, sa médiathèque, son parc, enfin bref, pour que l'enfant, justement, on parlait tout à l'heure dans la table ronde de sécurité, là c'était notre question première, comment emmener les enfants dehors en sécurité, et on avait amené le dehors dedans et on avait fait un projet qui s'appelait « Si on sortait dedans ». Pour Retrouvailles, on a un peu amélioré le dispositif. On a commencé par vraiment expliquer ce que c'était que la démarche d'agir. On trouve tout sur le site. Ça permet de se recentrer aussi sur ce qu'on a envie de faire. On a réutilisé le brainstorming, on a trié les questions, etc. Et on a surtout fait des questions très précises aux familles et aux pros, puisque cette année-là, donc c'était Retrouvailles, on leur a demandé où est-ce que vous aimez vous retrouver, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous vous retrouvez. Et donc on a eu des choses extrêmement précises et qui ont permis de dessiner un projet pour le coup qui ressemblait vraiment à ce que les gens ressentaient. Et les professionnels et les parents ont beaucoup observé leurs enfants. Et c'est de là que le projet que nous avons conçu est né, avec un parcours un peu initiatique sur la journée de chacun. Donc les retrouvailles, c'était ça. Il y avait un labyrinthe qui permettait de cheminer dans la journée de l'adulte, puis dans la journée de l'enfant, et puis dans les émotions des uns et des autres, avec des salles immersives qui étaient vraiment... L'équipe avait fait un travail magnifique, c'était très très beau. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour vous dire qu'on a fait des super trucs, c'est pour vous dire que ces 2 fois-là, si on a gagné la Girafe d'Or, je pense pas que c'est parce qu'on avait des bonnes idées, mais c'est parce que c'était des idées qui avaient du sens et qui étaient vraiment partagées et qui partaient vraiment des besoins des enfants et de ce qu'ils exprimaient. Donc pour en revenir à un autre petit tips aussi pour les Giraffe Awards, tester les ateliers ou les choses qu'on va mettre en place lors du projet pendant la semaine de la petite enfance, ça peut être une bonne idée aussi pour faire le tri entre les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Mon 3e item, c'est pour qui, bien sûr, ça paraît bateau, les parents, les enfants, les professionnels. Je rappelle, l'objectif d'agir au départ, c'était de mettre en valeur le travail du trio parents, enfants, professionnels autour de l'enfant. Mais il y avait aussi la dimension partenariale qui était un petit peu autour de tout ça, l'environnement qui gravite autour de cette idée, la place de l'enfant dans l'espace social, la place de la parentalité, comment tout ce petit monde-là collabore, comment les gens interagissent, comment les enfants interagissent. Donc viens, je t'emmène. Moi, je trouve qu'après 10 ans de thème, ça met vraiment l'enfant au cœur du projet, c'est vraiment lui le point de départ. Tout à coup, c'est lui qui nous guide. C'est pas seulement une question de l'observer. Là, vraiment, c'est vraiment de partir de ce que lui, il observe. Qu'est-ce que l'enfant observe? Quelle est sa vision du monde? Comment on fait pour rentrer là-dedans? Donc, tout pareil que nous, quand on a, pour s'aventurer, on a complètement changé d'idée quand on s'est aperçu que l'enfant qui était là voyait les choses autrement. Pour moi, vraiment, ce thème-là, il demande vraiment de se laisser guider, de se laisser surprendre et puis surtout de faire confiance. Donc, pour moi, Viens, je t'emmène, c'est vraiment quelque chose qui est profond et éthique. Au-delà d'avoir un thème, partir de la propre vision du monde d'une personne, c'est pas si facile que ça. Et je parle pas seulement des enfants. On me connaît chez les passages pour mon engagement autour de l'inclusion.
Je me demande toujours pourquoi on a autant de mal aujourd'hui à permettre à certains individus de jouir de leurs droits, à profiter de leur environnement, et je ne parle pas que des enfants, dans notre société en général. Hein. Et je pense que c'est parce que c'est souvent difficile, mais c'est normal, hein, c'est notre cerveau, il est fait comme ça, de se décentrer et d'imaginer, de créer un environnement qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît de soi, en fait. Donc on imagine des idées, mais en fait, ça part toujours de ce que nous, on pense. Et viens, je t'emmène, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier, je t'emmène en tant qu'enfant dans mon univers, mais ça peut signifier aussi, je t'emmène en tant que professionnel dans mon univers. Qu'est-ce que c'est qu'être une professionnelle auprès des enfants? Enfin, on a tous vécu ce moment malaisant où le parent dépose son enfant et dit « Amusez-vous bien ?» Et puis lui, il part faire son vrai travail pendant que vous jouez avec les enfants. Viens, je t'emmène, ça peut permettre aussi de voir les choses autrement. Viens, je t'emmène parcourir la ville à bord de mon fauteuil roulant. Quand on l'a vécu concrètement, qu'on l'a fait, qu'on a poussé les roues et qu'on a galéré sur les trottoirs, on est dans une autre démarche parce qu'on l'a vécu dans sa chair, en soi. Je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas très drôle, mais qui m'a vraiment permis de changer aussi ma vision des choses. Quand j'étais jeune maman d'un enfant qui avait des problèmes de santé, qui avait un handicap, j'étais en plus en grosse précarité, donc moi je cumulais les trucs pas marrants. Et il fallait que j'emmène mon fils faire fabriquer une attelle pour sa jambe très très loin. C'était à 70 km et j'avais pas le permis et j'avais pas d'argent. Et mes parents me disent on a un couple d'amis très très sympa, je leur en ai parlé, ils ont proposé de t'emmener gentiment, donc, sans aucune raison, ils n'avaient aucune raison d'aller dans cette ville-là. Donc ce couple d'amis m'ont emmené à 70 bornes. Et donc c'était des gens qui étaient d'origine marocaine. Moi, j'étais assise à l'arrière de la voiture. Et quand on est arrivé dans la ville, la destination, donc je vous parle d'il y a un petit moment quand même, hein, il y a 15 ans de ça, il n'y avait pas de GPS, on était un peu perdus. Et donc, ils ont commencé à s'arrêter au bord de la route pour demander leur route aux gens. Et là, j'ai observé de l'arrière de la voiture, où on ne me voyait pas du tout, hein, j'étais à l'arrière, personne ne me voyait, j'ai observé les réactions des gens. Et c'était horrible, en fait. C'est-à-dire que les gens, quand ils ouvraient la fenêtre, ils reculaient comme ça. À un moment, ça arrêtait un rond-point pour demander à un policier, et le mec, il a été tout de suite hyper agressif. Et là, j'ai vécu une expérience de racisme, hein, clairement, mais d'un point de vue complètement inédit, c'est-à-dire que je le vivais, les émotions, je les recevais comme si j'étais assise à l'avant de la voiture, et c'était complètement incompréhensible. Et ce jeune couple devant vivait les choses totalement naturellement. Pour eux, c'était leur quotidien, c'était normal. Ils étaient là, ils répondaient très poliment aux policiers, alors que moi, j'avais juste envie de descendre et de gueuler dessus. Et ce jour-là, je me suis dit, oui, l'empathie, se mettre à la place des gens, c'est des grands mots, mais vivre la réalité des gens, c'est autre chose. Et donc, viens, je t'emmène, je pense que ça propose vraiment de vivre la réalité de l'enfant, des professionnels, des parents. Tout à l'heure, on discutait avec la directrice du service petite enfance de Meaux qui est là, et elle me disait, ce serait trop bien que les parents vivent la journée de l'enfant à la crèche et qu'ils viennent faire la sieste à la crèche. Typiquement, oui, ça permettrait beaucoup plus de choses que de coller des photos au café des parents pour montrer ce que font les enfants la journée, tout en choisissant bien les photos qui sont les plus représentatives. Alors, tout ça m'amène à la notion d'inclusion. Pourquoi ? Donc l'inclusion, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Là, ces 4 images, vous les avez vues 50 milliards de fois. Et pourquoi je vous les montre ? Parce qu'un jour, j'étais invitée à faire une formation à l'école Boulle avec Vincent Cusin qui a travaillé sur le groupe de la ville. Et donc j'ai sorti mes 4 images. Donc c'était des étudiants en architecture. Ils voulaient faire un projet sur la ville autour des enfants, et donc ils voulaient savoir comment ça marchait un enfant. Et donc moi je suis venue expliquer ce que c'était qu'un enfant. Et donc j'ai mis mes 4 images là, toute contente. Et Vincent, il regarde les images et il me dit « Mais tes images, elles sont fausses ?» Puis je dis « Comment ça, elles sont fausses mes images ?» Il m'a dit « Bah oui, il m'a dit là, ton cercle là, avec tous les bonhommes, tous pareils dedans. » Il me dit « T'as déjà vu ça dans la vraie vie, des endroits où les gens, ils sont tous pareils ?» Je dis « Bah non. » Il m'a dit « Les gens, en vrai, ils sont tous différents. » Je dis « Bah ouais. » Et là, je me suis dit « C'est quoi la différence entre les gens différents qui sont dedans et les gens différents qui sont dehors ?» Ça m'a fait vraiment réfléchir. Du coup, je me suis dit, oui, la différence, c'est pas l'individu, hein, c'est pas ce qu'on nomme le handicap, c'est vraiment l'environnement qui a créé ce cercle. Donc il y a ceux qui sont dans le cercle et qui arrivent un petit peu à faire avec l'environnement qu'ils ont, à pouvoir jouir de leurs droits, à pouvoir évoluer dans ce cercle. Et puis il y a ceux qui sont dehors, qui, eux, ont un environnement qui n'est pas adapté à leurs compétences. Et du coup,
je me suis dit, c'est comme à la crèche ou comme à l'école. À l'école, vous avez combien d'enfants finalement qui sont dans le cercle, hein, donc ils font leurs devoirs, ils travaillent, ça se passe bien, ils jouent dans la cour. Et puis quand ils rentrent chez eux, ils pètent des câbles parce qu'ils ont tellement pris sur eux pour tenir dans ce cercle que quand ils rentrent à la maison, ça part dans tous les sens. Et les parents, ils sont désemparés et ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Ils se disent, mais à l'école, il écoute et chez moi, il n'écoute pas. Et donc, je suis un mauvais parent. Et donc, en fait, non, c'est juste que le gamin, il était dans un cercle comme ça. Et donc, il s'est tenu comme ça et il a tout lâché en sortant. J'ai constaté souvent à la crèche que c'est les enfants qui ont des besoins particuliers qui, eux, ne leur permettent pas de supporter ce cercle, pas qui nous obligent à l'élargir, en fait. Et cet élargissement, il ne bénéficie pas qu'à eux, en fait, il bénéficie à tous les enfants. Et donc, je me suis demandé si une piste de solution, ce n'était pas celle-là, ce n'était pas d'élargir ce cercle d'emblée pour qu'il convienne à tout le monde, y compris aux enfants qui ont l'air de bien supporter les choses et qui ne les supportent pas. Donc voilà, ça c'est mon petit postulat. J'avais préparé d'autres slides et je ne vais pas les faire parce que sinon ça va être méga long. Mais voilà, c'était mon propos d'aujourd'hui sur Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène, je ne sais où, loin du cercle. Merci Laetitia. Ça nous semblait essentiel évidemment de parler de l'inclusion dans ce thème de Viens, je t'emmène, puisque par essence, il faut se mettre à hauteur d'enfant. Il y a aussi, je vous l'ai dit, la notion de créativité, de plaisir et de mouvement. Hugo, du coup, vous êtes notre carte créativité de l'après-midi. Vous êtes concepteur de projets artistiques adaptés à la petite enfance. Vous proposez une pédagogie ouverte et interactive portée par une méthodologie de travail aux tendances libres, ludiques et théâtrales. Vous intervenez ponctuellement au sein de structures de jeunes enfants telles que les crèches, les rames, les médiathèques, les écoles, notamment lorsqu'il s'agit de projets artistiques dits clés en main. Vous êtes également formateur au sein de la RIFT, qui forme les EJE de Nantes, et je vous cite, être en immersion dans ces lieux d'accueil vous offre la possibilité de créer, mais aussi de communiquer avec votre art, de sensibiliser ou d'encourager des temps de rencontre et d'échange avec un public. Cette sensibilité vous permet d'accompagner au mieux le jeune enfant dans sa quête créatrice, encourager l'expression libre et l'art pour tous et s'ouvrir au monde. Alors donc, vous êtes notre carte créativité, et vous du coup, quel regard portez-vous sur ce thème des ouvertures évidemment, et puis toute l'idée c'était de, pour une fois, avoir l'opportunité de partager votre travail concrètement avec la communauté des girafes. On n'avait pas eu l'occasion et on trouvait que votre travail s'intégrait parfaitement sur ce thème. Merci. Merci Arnaud. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Agir pour la petite enfance, que je connais depuis 3 ans, puisque j'ai eu l'occasion de participer au jury en 2020. Voilà, et donc j'ai pu voir être au cœur aussi de tous les projets que vous toutes et tous vous avez réalisés, et me rendre compte en fait de tous les critères qu'il pouvait y avoir. Effectivement, la note de 10, enfin, c'était vraiment des détails, tout se joue à des détails, mais on se rend compte en fait que vous faites un métier et que vous êtes vous-même très généreuse, et ça se ressent en fait dans toutes les actions que vous menez. Voilà, donc je voulais englober un petit peu tout le monde là-dessus et puis vous dire merci. Donc je suis très honoré d'être ici pour parler de mon travail, de mon métier. En effet, je suis artiste peintre, ça veut dire que je crée mes propres travaux que j'expose, que je vends dans différentes galeries d'art. J'ai mon atelier galerie qui est à Nantes. Voilà, et outre cette casquette d'artiste peintre, eh bien, de par mon expérience et de par beaucoup de rencontres, notamment avec des amis, des EJE qui sont devenus amis, aussi, on a pu construire des projets ensemble. Je rebondis là-dessus parce que on parlait de vivre ensemble, on parlait de l'inclusion, etc., et de tous les projets. Alors, Agir pour la petite enfance permet de lancer, de faire un travail aussi collectif et de trouver des partenariats, de jouer sur la parentalité, etc. C'est des choses qu'on a du mal à mettre en place quand on est seul. Et surtout, le fait d'être en collectif et de travailler collectivement, ça rassemble des compétences. On a souvent un peu trop... Enfin, je trouve, pour aller de crèche en crèche, je constate, et pour faire de la formation, également, je constate qu'on individualise un petit peu trop les choses, c'est-à-dire qu'on se sert des compétences de chacun ou de chacune, et puis comme on se sent plus à l'aise dans telle ou telle discipline, eh bien, c'est moi qui vais m'y mettre, et puis toi, tu es à l'aise dans les lectures, le petit conte, tu vas faire ça, toi, tu es à l'aise dans la cuisine, etc. Sauf qu'en fait, finalement, on s'enferme dans quelque chose et une sorte de routine,
et ça devient un petit peu moins riche. Alors que lorsqu'on associe toutes ces compétences, eh bien, on peut développer, fixer des objectifs, passer peut-être par l'écrit, avoir une réflexion en vue d'une éventuelle expérimentation auprès du jeune enfant. Et ensuite, on va pouvoir réajuster tout ça pour pouvoir le vivre. Donc, je rejoins Laetitia. Les enjeux, ils se passent avant et pas après. Donc là, on va parler de la notion de résultat, notamment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce qu'il en résulte d'un point de vue esthétique, le beau, etc., mais c'est toute l'action qui a été menée en amont. Voilà, avant et avec le public ciblé. Voilà, donc si je peux vous donner, enfin en tout cas sur ce thème, et puis la question était aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ouvrir et pour tendre vers ce thème, c'est de jouer vraiment sur l'esprit fédérateur, de vous rassembler et de vous ouvrir aussi. Alors c'est bien de travailler en intra, mais si vous pouvez vous ouvrir en extérieur, enfin vers l'extérieur, et trouver des partenariats comme les médiathèques, notamment, elles sont assez friandes de tout cela par expérience. Elles adorent, voilà, puisque vous faites aussi des temps de lecture avec elles, etc. Enfin voilà, s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, trouver des partenariats, aller vers les élus, parce que c'est pas toujours les élus qui viennent vers vous. Donc osez, autorisez-vous. Vous avez des compétences, vous avez des valeurs créatives, toutes et tous. Et je suis persuadé que ça peut passer. Et puis, s'ouvrir sur l'extérieur, c'est aussi faire venir des intervenants artistiques, donc, dont je me fais un petit peu de com' au passage, parce que ça va permettre aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur avec un autre regard, apporter une technicité, une méthodologie de travail qui est sans doute différente de la vôtre. Pour autant, il faut que ce qu'il propose soit adapté au public ciblé, en l'occurrence petite enfance. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est très très riche de s'ouvrir vraiment sur l'extérieur aussi. Donc moi je vais mettre un petit peu l'accent sur un projet artistique que j'ai créé en 2009 qui s'appelle Comme un pinceau dans l'eau, qui lui aussi a immergé dans ma tête de par mes expériences un petit peu dans l'animation, et j'ai la chance d'avoir rencontré une personne qui m'est chère, à savoir Pascal Huchet-Johnson, qui malheureusement est décédé l'année dernière, mais qui m'a permis de sortir du cadre, de prendre conscience qu'avec le tout petit, il y avait des choses à faire aussi. Je retiens aussi une phrase d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est Paul Klee, un artiste du début du XXe, qui a travaillé avec des jeunes enfants aussi, avec Kandinsky d'ailleurs, par exemple, donc, que je pense vous connaissez. Et sa phrase, il l'a écrite dans son journal, et il dit « Ne riez pas, lecteur, les enfants ne sont pas moins doués, moins ils ont de... comment dire ? C'est quoi la phrase exactement ? Oui, moins ils ont de savoir-faire et plus instructifs sont les exemples qu'ils nous donnent. » Voilà. Et donc à partir de là, en fait, ça fait des déclics, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'enfant et sur ses pouvoirs de création, et ça passe par la mise en place notamment d'autonomie aussi. Qu'est-ce que je mets en place au sein de ma structure pour que l'enfant puisse s'exprimer librement ? Et l'autonomie, pour moi, elle est hyper importante. Plus l'enfant va être autonome, plus il pourra s'exprimer, plus il fera source de propositions. Et en plus, il va respecter davantage la personne qu'il a en face de lui, les autres enfants, etc., et même le matériel. Ça, c'est un constat que j'ai décliné au fur et à mesure de faire et d'expérimenter mon projet Comme un pinceau dans l'eau. Alors, Comme un pinceau dans l'eau, je le présente un petit peu sous forme de performance artistique. Alors, c'est un grand mot dans le monde de l'art actuel, et à l'échelle de la petite enfance encore plus. Pour autant, le principe d'une performance, c'est un artiste qui vient pour créer un événement, ou qui est invité dans le cadre d'un événement, et qui crée sous le regard de tous, et qui parfois permet au public de devenir acteur. Et c'est ce qui se passe Comme un pinceau dans l'eau. Donc en fait, c'est un projet qui est adapté aux moins de 3 ans. La plus jeune qui a participé avait 7 mois. Elle marchait à peine. Alors c'est plutôt axé sur adapté aux enfants marcheurs, on va dire, mais 4 pattes, ça peut fonctionner à partir du moment où il se met debout. Donc là c'est pareil, c'est nos limites, j'ai envie de dire, parce que là en fait 7 mois c'est quand même assez petit, et il y a plein de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu peux faire avec des enfants qui savent à peine marcher, à peine parler? Eh bien on peut faire plein de choses, à condition effectivement que ce soit adapté, à condition que l'enfant se sente en sécurité, et afin qu'il puisse lâcher prise. Et le lâcher prise, il va être hyper important, mais ça passe aussi par une confiance. Donc moi mon rôle, c'est de prendre en compte la différence de chacun, de prendre en compte le rythme de chacun, de m'adapter à chacun d'entre eux. C'est pour ça que j'ai des petites jauges de 5 enfants maximum, pour vraiment privilégier la rencontre, le partage, et d'être avec chacun d'entre eux.
En plus, il y a l'équipe éducative, par exemple, si j'interviens dans un multi-accueil, mais ça peut être aussi des parents, puisque j'interviens aussi dans des médiathèques, des centres culturels, etc., qui m'accueillent dans leur programmation, où là, ce sont des parents accompagnateurs, mais aussi les RPE, avec des assistantes maternelles notamment. Voilà. Et on se rend compte que, suivant l'environnement dans lequel on peut évoluer, eh bien, le lâcher-prise n'est plus le même, la mise en place d'actions n'est plus la même non plus. Donc mon rôle, moi, c'est de prendre aussi en compte l'environnement qui m'entoure, pour le mieux m'adapter. Et ça, on en reparlera dans d'autres projets plus expérimentaux. Celui-ci, c'est plus un projet dit clé en main, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, je l'ai écrit, je l'ai construit, à l'aide de professionnels aussi pour avoir en crèche cobaye, si je puis dire, en résidence artistique, en fait, où j'ai du recul, etc., et afin qu'il soit finalement presque acquis, même si c'est jamais acquis en quelque sorte. Voilà. Donc il y a un espace scénique. Alors moi j'ai une petite vidéo qui va vous permettre de vous montrer un petit peu l'ambiance du projet. Toujours est-il que en fait il y a un espace scénique sur lequel est disposé trois ateliers finalement en un. Il y a une table basse avec à hauteur d'enfant avec une petite feuille de papier craft. À l'opposé, il y a ce que j'appelle l'aquarium, c'est un chevalet avec une vitre double vitrage qui fait 60 par 60 cm et avec de l'eau à l'intérieur. Au centre, un socle avec 3 tubes, l'un fait 90 cm, le plus petit 45, avec de l'eau à l'intérieur également. Donc en fait, cet espace scénique, c'est là où tout va se passer. Donc j'invite les enfants et l'équipe éducative à me rejoindre. Tout le monde se positionne plutôt sur le côté. Et en fait, moi, je vais toujours présenter un petit peu les enjeux, le rôle de l'adulte notamment, le rôle de l'enfant, quel va être mon rôle, pour qu'il n'y ait pas de problème dans l'action, puisqu'en fait, si je ne dis rien, tout le monde va intervenir, on va se déplacer, et puis en fait, on va sortir son téléphone, on va parler, on va faire des commentaires, et ce n'est pas l'idée. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de permettre à l'enfant de s'autoriser à faire ou à ne pas faire, puisque l'idée, c'est aussi de respecter ses choix, et de permettre aussi à l'adulte d'être plus basé sur une méthodologie d'observation. Donc c'est là que ça devient intéressant pédagogiquement parlant. C'est que d'abord, mon art, j'utilise mon art comme outil pédagogique et pas juste un art conceptuel que je vais présenter avec une grande théorie. Il y a une installation, il y a déjà quelque chose qui va se passer, et mon but, moi, c'est que ce soit les enfants eh bien, qui puissent le rendre vivant plus tard. Et donc l'adulte, donc oui, l'orientation, c'est plus basé, aller vers une pédagogie interactive. La pédagogie interactive, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le principe dans les grandes lignes, c'est que le professionnel soit en méthodologie d'observation, ça veut dire à hauteur d'enfant, comme personne ressource référente pour rassurer celui-ci, et qu'il y ait, pourquoi pas, une proposition. Donc ce n'est pas juste sortir forcément des jouets, comme on fait sur le temps d'accueil, l'enfant est libre, en autonomie, on voit dans les classes de petites sessions aussi, ça se passe comme ça, il y a des ateliers, et puis on est en autonomie, ok. Non, là, l'idée, c'est d'avoir une vraie intention qui peut être construite ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas, moi, le truc bête, on met une chaise à l'envers, mais je ne sais pas si c'est avec toi, Thomas, qu'on en avait discuté de cette chaise, peut-être. On met une chaise à l'envers en plein milieu d'une salle, et puis j'observe, et les enfants arrivent, et qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Est-ce qu'il va la retourner? Est-ce qu'il va tourner autour, toucher, s'autoriser à faire voilà, ça, c'est des bonnes questions. Donc en fait, mon projet a été un peu construit pour ça aussi. Et donc, méthodologie d'observation, c'est vraiment une action. Et souvent, on me dit, mais oui, mais moi, si je fais rien, si je regarde, on va me dire que je fais de la garderie, et puis voilà, et puis je vais avoir des représailles, quoi. Mais non, en fait, observer, c'est une véritable action, et ça, l'enfant sait le reconnaître aussi. C'est-à-dire que si je suis juste là, effectivement, et je commence à parler ou à ouvrir mon téléphone, etc., l'enfant va le ressentir. Et ça ne va pas fonctionner. C'est là qu'il va y avoir des petits soucis, un enfant qui tombe, qui se fait mal, etc. Donc l'enfant a besoin de ce regard-là aussi, c'est rassurant. Et la pédagogie interactive, eh bien, c'est basé sur l'autonomie de l'enfant, qu'il s'autorise à prendre ses propres initiatives sans forcément que l'adulte n'intervienne, en tout cas sans qu'il n'influence ses choix. Donc c'est là que tout l'enjeu est un petit peu périlleux sur mon projet. Bon, si je suis là, c'est que ça fonctionne. Hein. Mais c'est là que l'adulte a le plus de mal aussi. Ne plus intervenir, ça c'est compliqué. C'est-à-dire ne plus parler, ne pas faire de commentaires. C'est vrai qu'on est dans une tendance plutôt
où il faut rassurer l'enfant, il faut accompagner, on en parlait tout à l'heure. Non, va pas te cacher derrière le buisson, on ne sait jamais. Voilà, non mais voilà, la planche auprès de l'arbre, etc. Donc on est, ou alors, hop, stop, il va peindre le mur. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, je peux en citer d'autres. Eh bien, moi ce qui m'intéresse, c'est justement, on n'intervient pas et on voit ce qui se passe. Par exemple, c'est pas rare qu'un enfant se dirige vers le mur avec un pinceau. La première réaction qu'on a, c'est non, pas de peinture sur le mur. Moi je dis laisse, on verra ce qu'il fait. Est-ce qu'il va y aller vraiment? Voilà. Et des fois, il fait demi-tour et il n'y va pas. C'est juste qu'il avait besoin de sortir de l'espace scénique, par exemple. Je vais lancer la vidéo, ça va vous montrer un petit peu. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Ah bah oui, il y a la technique. Voilà. On peut juste baisser le son, s'il vous plaît. Vraiment mettre au minimum un petit peu de son, c'est tout. Il n'y a pas de parole, donc voilà. Donc la vidéo que vous allez voir, en fait, il y a deux choses, mais ça va défiler, c'est très bien. Il y a comme un pinceau dans l'eau et le cube. Alors là, c'était à l'occasion d'une résidence en Ardèche avec une communauté de communes où on a fabriqué un cube blanc de 15 mètres carrés pour pouvoir poser des caméras, etc. Enfin voilà, l'idée c'était de filmer et d'expérimenter comme un pinceau dans l'eau dans ce cube. Là, c'est un petit peu faussé, vous avez vu, il y a déjà de la peinture sur les façades. Le but, c'était de nettoyer, de réexpérimenter avec des murs blancs, immaculés de blanc, tout vierge. Voilà. Donc bon, la vidéo est un peu tronquée à cause de ça, mais c'est pas grave. Donc l'idée est vraiment, la pédagogie interactive, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant puisse s'exprimer, encore une fois librement, mais c'est d'écouter. D'observer, c'est d'entendre les interactions qui peut y avoir entre eux, les gestes, les dires, les petits pas de pied sur le lino, le bruit de l'eau, etc. Et puis se rendre compte qu'en fait, il n'a pas besoin de l'adulte pour agir et pour faire des choses. Donc pour ça, en fait, moi, je vais susciter un petit peu l'envie chez l'enfant, notamment à travers une histoire. Vous voyez, il y a les 3 socles. Ça, c'est un petit pinceau. Enfin c'est un poisson. On ne sait pas si c'est un pinceau qui ressemble à un poisson ou un poisson qui ressemble à un pinceau. Toujours est-il que, en fait, chaque colonne remplie d'eau représente un lieu, un lac, en étant une petite mare. Et donc là, il y a le côté un peu coucou caché que les enfants aiment bien, le côté répétition, puisqu'il y a 3 fois la même chose, mais avec 3 poisseaux différents. Voilà, il y a le papy, il y a le gros poisseau, il y a le jeune poisseau qui est très vif, etc. Donc en fait, cette histoire fait que, là ils sont déjà dans l'action, mais en fait il y a tout un temps où l'enfant est d'abord observateur parce qu'il n'ose pas y aller, il ne connaît pas, forcément la structure. Imaginez, il y a un relais un RPE qui vient des assistantes maternelles qui ne se connaissent pas, qui vont dans une structure où moi je suis, ils ne me connaissent pas et ni le lieu, le lâcher-prise, il va être beaucoup plus compliqué. Donc moi, mon rôle, c'est de rassurer tout le monde, c'est d'expliquer un petit peu le rôle de chacun, c'est de dédramatiser la situation pour certains, parce que parfois il y a des petits pleurs et ça fait, mais ça fait partie du jeu. L'idée, c'est de prendre le temps. Cette notion du temps, elle va être hyper importante, afin que l'enfant puisse s'autoriser à y aller sans que l'adulte lui-même lui autorise, parce que c'est pas rare qu'un enfant de 12, 15, 18 mois regarde l'adulte en question, et en gros, c'est pas verbal, mais il va regarder et genre, est-ce que je peux y aller? Déjà, il demande l'autorisation à l'adulte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait s'il fait ça? On hoche la tête, genre, oui, tu peux y aller. Et l'enfant, il va. Oui, mais moi, je veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas, parce que s'il y va, c'est parce que toi, tu lui as permis d'y aller. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'enfant qui prenne ses propres initiatives et qu'il y aille. Et pour arriver à ce résultat-là, il faut du temps. Donc, j'ai 3 quarts d'heure pour ma séance, ce qui est peu, et en même temps, dans ce peu de laps de temps, je vais prendre le temps. Plus on va permettre à l'enfant de prendre ce temps-là, eh bien, plus il pourra y aller de lui-même. Donc, dans n'importe quelle action, si vous faites ça au quotidien, aujourd'hui, le temps, c'est précieux, on n'a pas le temps, j'entends tous les jours. C'est vrai qu'au quotidien, et les crèches sont plutôt inégales là-dessus, etc. C'est très compliqué, la vie quotidienne, parfois. Mais c'est vrai que j'en discutais avec Géraldine Ullmann tout à l'heure, on se la rend peut-être compliqué. Quels moyens on met en place au sein de la structure pour que ce soit un petit peu plus facile, etc. quoi. Donc ce temps, il va être important. Si moins j'ai de temps, plus je vais brusquer les choses en tant qu'adulte. Je vais précipiter l'enfant, je dis allez, c'est dommage, si tu fais pas, on n'a pas le temps, etc. Limite, on va prendre la main, on va l'accompagner, on va faire le rond avec lui, on va coller la gommette en prenant sa main. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va subir et il ne va pas être acteur. C'est nous qui voulons qu'il fasse.
D'accord? Donc, en fait, enfin, d'accord, j'ai l'impression de vous donner un ordre. OK? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, encore une fois, c'est ça, c'est la base de l'autonomie aussi, c'est de laisser faire, et voilà. Mais il faut du temps pour ça. On se met en mode vacances. Si je suis en vacances, je vais permettre à mon enfant de mettre son manteau tout seul. Si je suis speed, je vais au boulot, eh ben, je vais tout faire à sa place, en gros. Donc là, l'équipe éducative, par exemple, est observatrice. OK, je regarde, c'est moi qui gère. Et donc le temps, je lui le donne. Voilà. Donc voilà, on parlait de l'inclusion. Pour moi, il est hyper important et nécessaire de faire un point là-dessus. Il n'y a que 5 enfants. Je propose, dans la mesure du possible, c'est plus facile en crèche évidemment puisque les enfants sont sur place, qu'il y ait vraiment un groupe hétérogène de 12 mois par exemple à 30-36 mois en passant par 15, 18, 20 mois. Mixité évidemment au niveau du garçon-fille. C'est d'autant plus riche. En fait, plus on va homogénéiser les groupes, plus ce sera un petit peu, pas monotone, mais ils seront tous un peu plus ou moins au même endroit, et ce sera beaucoup moins riche. Et l'interaction sera complètement différente. Alors que quand j'ai des plus petits et des plus grands, eh bien, parfois, ce sont les plus petits qui vont être moteurs pour les plus grands qui eux-mêmes, à 2 ans, 2 ans et demi, ont déjà intégré des règles, etc. Et comme je raconte une petite histoire, eh bien, évidemment, parfois, histoire, ça veut dire tu restes assis et puis c'est tout. Donc là, il faut se lever, il faut s'autoriser, etc. Donc c'est le petit qui va emmener l'autre. Et l'interaction, ça sert aussi à régler les conflits, éventuellement. Tiens, passe-moi le pinceau, passe-moi le pinceau, etc. Enfin, c'est pas verbal comme ça. Bah, des fois, c'est un enfant tierce qui va, hop, donner un pinceau à l'autre, etc. Enfin, voilà. Donc la pédagogie interactive, elle est vraiment axée aussi là-dessus. Je dois arrêter. Hein. Ouais, il me faudrait une journée de Giraffe Forward, rien que pour moi. Hein. Rien pour moi. C'est dur en plus quand on parle de l'importance du temps et de prendre le temps. Je vous avoue, c'est très très difficile. En tout cas, mais merci, mais je pense que vous avez compris un petit peu la dynamique. Vous aurez compris effectivement qu'Hugo a un univers très ouvert, et quand je vous disais que c'était passionnant de voir un artiste qui se saisit et qui part de l'enfant pour travailler justement sur son domaine. Quand on avait échangé, on parlait aussi de l'importance que les professionnels s'appuient sur cette expertise qu'elles n'ont pas forcément, et c'est valable pour tous les domaines, que ce soit musical, que ce soit, je sais pas, alimentaire, sur des chefs cuisiniers, et ainsi de suite. On ne demande pas forcément aux professionnels de la petite enfance de développer ça, surtout pas. C'est un travail d'une vie, enfin, c'est un métier. Mais par contre, trouver les moyens pour s'appuyer sur ces expérimentations, ça oui, c'est quelque chose qui existe. Quand on parlait de l'hybridation, d'aller faire autrement et d'aller chercher, clairement, on souhaitait vraiment mettre en avant le travail d'Hugo et des nombreux artistes qui de plus en plus émergent sur ce sujet. Un mot pour conclure. J'ai trop envie depuis tout à l'heure de dire, la Semaine nationale de la petite enfance, ça me fait penser à d'autres fêtes qu'on pourrait fêter, comme la fête des mères. N'attendez pas la fête des mères pour dire à votre maman que vous l'aimez. N'attendez pas la Semaine nationale de la petite enfance pour créer. Voilà. Merci. Merci Hugo. Alors, justement, pour arriver jusqu'ici, il y a un point important qui est comment on construit le cheminement de sa pensée, et ça passe par l'observation. Alors Andrew, tu auras la lourde tâche de clôturer ce cycle dans un timing optimal. Je vais essayer d'être optimal. Donc, comme tu as pu le dire, je vais devoir avoir la lourde tâche de parler de l'observation. Donc, du coup, je ne pouvais pas passer à côté de Anne-Marie Fontaine et la position phare par rapport au positionnement des professionnels, que ce soit dans la salle, pour qu'ils soient justement un repère pour les enfants. Et justement, je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as pu dire juste avant de par sa position, on va offrir une liberté à l'enfant d'explorer son espace et de par la richesse du matériel qu'on va lui mettre à disposition, de lui offrir une diversité en fait de toute expérience, et de par son positionnement justement avoir tout le côté de la liberté d'agir et être disponible pour l'enfant pour participer ou non aussi à son exploration, et surtout être un soutien s'il en ressent le besoin. Et ce que j'en retiens souvent et que j'essaie de partager beaucoup avec mes équipes, c'est justement quand on parle de l'exploration de l'enfant, on a envie d'investir son exploration et de participer à son exploration, mais c'est aussi penser à ne pas le déranger en fait. Quand il est en pleine exploration et qu'on se positionne justement à ses côtés pour l'observer, je trouve que le positionnement qu'on peut avoir, il est essentiel, parce que
bah, si on est trop proche, il peut s'arrêter directement d'explorer et faire toute autre chose ou changer d'attente presque en se cherchant l'attente que nous on peut avoir en tant qu'adultes. Alors que lui, il n'a pas cette représentation de l'objet qu'on peut lui proposer. Et je donne souvent l'exemple du stylo. Nous, on a un stylo entre les mains. Notre stylo, aujourd'hui, il a une seule utilité, c'est écrire. Pourtant, si on présente 2 stylos à un enfant, il va voir le côté de le stylo, il va rouler. En fonction de sa forme, il ne va pas rouler de la même façon. S'il fait du bruit, s'il le lâche par terre, il fera un autre bruit. Et puis, en fonction de sa forme, il y en a qui vont rouler plus ou moins bien, ils vont être plus ou moins lourds. Mais en fait, nous, toute expérience-là, on l'a déjà intégrée. Donc le stylo, il a déjà une utilité. Et ce que j'essaie de déconstruire au maximum avec justement mon équipe, c'est de se dire ne pas déjà donner une appropriation et une utilité à chaque objet. Donc dans nos salles de vie, justement, on a des rondins de bois sous différentes formes. On a des plats, des très longs, des branches. Et c'est de se dire que nous, cette branche-là, oui, on fait rentrer la nature, mais c'est qu'eux, ils vont pouvoir en faire aussi ce qu'ils veulent derrière. Et là, c'est justement tout le rôle de leur positionnement où je leur demande ils peuvent jouer avec, faire avec, mais aussi laisser jouer. Et je trouve que ce laisser jouer-là, il est aussi très important dans la part de l'observation. Et de par l'observation, parce qu'à ce moment-là, quand on le laisse jouer, c'est un moment où on peut prendre du recul vraiment auprès de l'enfant et prendre du plaisir déjà à le voir grandir au quotidien. Et surtout, derrière, se dire que on le voit grandir et on va aussi s'émerveiller face à certains points. Et là, au niveau de l'observation, mon équipe, souvent, il trouve le moment de me dire oui, mais quand observer, parce que j'ai pas vraiment le temps de me poser avec un carnet et prendre des notes. Mais en fait, je leur dis que c'est pas une obligation en fait, de prendre des notes et de se poser pendant 20 minutes. C'est en fait se dire qu'on peut prendre le plaisir de, comme au cinéma ou comme un appareil photo, faire un zoom, un focus sur un instant présent, et s'émerveiller du développement de l'enfant. Moi encore, la semaine dernière, quand j'étais justement avec les bébés, j'ai passé, je pense, facilement 5 à 10 minutes à observer un enfant en train de manipuler un bâton de pluie que je trouvais qui tournait extrêmement bien et que j'étais moi-même, en fait, surpris de sa manipulation de l'objet, de à quelle vitesse il jouait sur la vitesse, sur à quel moment il arrivait à le faire pour que vraiment... il y avait des paillettes dedans, était en bas, il attendait cet instant précis pour vite le retourner ou d'y aller tout doucement pour essayer de gérer la gestion. Et je me disais, cet enfant-là, il a que 6 mois et il est déjà en train de faire ses propres expériences, ses propres maths ici. Et à 6 mois, il est déjà en train de faire déjà ses propres expérimentations que je trouvais juste impressionnantes. Et en mettant ce moment de l'observation, c'est aussi se mettre en fait dans la temporalité de l'enfant. Je trouve que notre quotidien à la crèche il est très rythmé. En tout cas, moi, je suis en crèche. Il est très rythmé par un timing qui est à telle heure on doit aller manger. Après, ils vont aller vite se reposer. Puis après, c'est l'heure du goûter. Aller le soir, on va vite passer dans les transmissions. Puis en fait, ce temps d'observation-là, c'est le moment de se mettre en pause. Nous aussi, en tant qu'adultes, et de se dire on va se mettre au rythme de l'enfant, observer ce que lui il fait. Et pouvoir en fait justement s'émerveiller devant son développement et avoir vraiment un œil attentif. Pour ça, du coup, c'est aussi faire attention à... Justement, j'ai pris un exemple de Sophie Ignati, j'espère que je n'ai pas trop écorché son prénom, son nom de famille, attention à ne pas cristalliser certaines situations. Je sais que justement, c'est un peu le côté de... quand on observe, souvent on va se mettre à observer ce qui nous pose question. Ce qui nous pose question dans notre quotidien, très souvent, c'est toute la question de la morsure. Et que ces situations-là, qui vont cristalliser ces situations-là, c'est des prises qu'on peut rapidement faire comme raccourci de prise de comportement un peu problématique. Parce que c'est ce qui va questionner les parents le soir, c'est ce qui va être compliqué aussi à accompagner. Et les équipes vont avoir des craintes, des fois même derrière échanger avec les parents dessus. Et le rôle à ce moment-là, en tout cas que moi j'ai en les accompagnant, c'est de se dire qu'on ne va pas observer seulement les enfants qui vont, entre guillemets, nous poser questions par rapport à des situations précises, c'est observer leur quotidien et tout le temps. Savoir en fait, dans une situation justement de la morsure, mais quand est-ce qu'il mord, comment, qui et pourquoi en fait, parce que si il répond à une morsure, c'est sûrement parce qu'on ne répond pas à un besoin à un instant T. Et c'est de réussir en fait à visualiser cet instant T pour essayer de l'accompagner et de répondre au maximum à son besoin.
Et pour ça, du coup, moi, je vous ai partagé certains de mes ateliers en fait, que je propose pour les enfants et qui sont justement aussi en relation directe avec Éclat qui est proposé aussi avec Thomas et Agir pour la petite enfance. Et où justement, j'essaye de transmettre toute la notion un peu d'objet de récupération et de la liberté en fait, de l'enfant dedans. Dans ces moments-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est un peu briser ma routine qu'on peut justement vivre et qui est des fois compliquée. Et de se dire qu'on va rentrer dans une bulle d'air, en fait, une boule d'oxygène dans notre quotidien, où quand je rentre dans ces stalles-là, j'ai mis en place des tas de papiers avec des cartons, sans but précis, juste en espérant que cette expérience pour les enfants va tout simplement leur procurer du plaisir et qu'ils vont pouvoir en fait explorer la salle comme ils le souhaitent. Et à ce moment-là, je m'assois dans la salle et je les observe. Et s'ils me sollicitent, ils me sollicitent. J'essaye au minimum qu'ils me sollicitent. Et c'est en fait juste, je les observe manipuler, jeter le papier en l'air. Et en fait, ce que je trouve très intéressant maintenant, c'est que cet atelier-là, par exemple, je l'ai fait l'année dernière avec des enfants maintenant qui sont à l'école, mais d'autres qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui dans mon lieu d'accueil. Et on observe qu'ils ne manipulent plus du tout de la même façon cet atelier. C'est que justement, il y a un peu ce côté de, quand ils rentrent dans l'atelier pour la première fois, il y a une sorte de... Ils se figent, une sorte d'impression de est-ce que justement on peut aller jouer dedans? Est-ce qu'on peut aller expérimenter? Est-ce qu'on a le droit de, entre guillemets, en mettre partout? Et c'est souvent leur première impression. Et là, alors, maintenant, je vois la différence entre les enfants qui ont déjà vécu cette expérience-là les années passées et les enfants qui sont, entre guillemets, nouveaux et qui découvrent cet atelier. Et on n'arrive plus du tout dans la même expérimentation. Je l'ai pu faire encore il y a 3 semaines. Il y a un enfant qui est arrivé dans la salle et qui a vu un tas de papiers et a plongé dedans en me disant « Allez, on va à la mer, on va aller tous nager ». Et les autres enfants qui n'avaient jamais vécu cet atelier-là le regardaient, un peu ébahis. Et ils se sont assis à côté de moi en train de le regarder nager dans le papier, en fait, avant qu'eux s'autorisent à y aller d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé ce moment assez magique. Et du coup, j'ai pu vous partager derrière d'autres ateliers que je pouvais proposer, où justement avec Yayoi Kusama, où je l'ai fait aussi à mon échelle, avec justement des morceaux du papier que je posais comme des parois, mais qui étaient à leur hauteur en fait, pas les murs que nous on peut avoir, mais entre guillemets des murs à leur hauteur, et qu'ils avaient la possibilité aussi de le mettre au sol, mais aussi au-dessus de leur tête, parce qu'au-dessus de leur tête, malheureusement, ça arrive très peu souvent qu'on puisse le manipuler, et que là, ils pouvaient déjà le manipuler, et que c'était juste fantastique comment ils arrivaient à s'autoriser à mettre des gommettes partout, et on se rend compte en même temps qu'ils étaient déjà dans un cadre, ils avaient déjà intégré énormément de restrictions, parce que je n'ai eu aucune gommette mise au sol ou sur un mur. Tout a été sur du papier ou sur le carton. Et donc là, après, je peux vous présenter aussi l'atelier sur le thème de Piet Mondrian, où là, justement, aussi, c'était toute la déconstruction et il n'avait jamais joué avec vraiment la lumière, en fait, avec ces rétroprojecteurs-là. Et en fait, le fait de pouvoir manipuler chaque objet comme il le souhaitait et de faire une conception de chaque objet, c'était juste extraordinaire à observer. Et en mettant, ils étaient déjà dans une telle coopération parce qu'ils ont pu construire avec ces morceaux de carton des tours qui allaient jusqu'au plafond, avec des enfants qui m'ont impressionné à jeter les cartons à plus de 1,50 m du sol et à les faire tenir en équilibre après dessus. Et c'était juste une magnifique expérience où encore justement là c'était juste, je suis allé dans un musée et j'ai vu une exposition de Liliane Porter. Et je me suis dit, mince, ça me fait vraiment penser à un peu du jeu symbolique. En fait, elle mettait un petit personnage avec une traînée à côté. Et ce personnage-là, c'était un fermier. Et je me dis, pourquoi moi je ne le reproduirais pas avec les enfants? Et cette fois-ci, je le ferais en fait, avec un cuisinier. Et on se rend compte que ce cuisinier, il avait extrêmement faim parce qu'il lui donnait énormément à manger. Et il remplissait, il faisait tellement de choses que c'était juste extraordinaire. Et je n'avais pourtant aucune attente dessus. Et ils ont pu m'émerveiller à chaque instant. Et ça, c'est le petit dernier que je tenais à mettre quand même, parce qu'il va éclairer aussi le thème de cette année, parce qu'il répondait à l'affiche de « Viens, je t'emmène dans la mer ». Et là, justement, les enfants, ils m'ont emmené en fait, eux-mêmes dans la mer, parce que
je leur ai demandé, je leur ai lu un livre justement où on parle de l'océan qui s'appelle Petit crabe. Pas de panique, petit crabe. Et en fait, ils m'ont identifié les différents, on va dire, animaux qui, eux, identifiaient vraiment dans la mer. Et du coup, on s'est retrouvé avec des poulpes accrochés au plafond, des étoiles et surtout une baleine qui était cachée et qu'ils cherchaient pendant l'atelier sans cesse. Et que du coup, ils ont pu manipuler. Et à cet instant T, justement, c'était aussi de pouvoir avoir des enfants qui étaient des enfants marcheurs, qui étaient grands, qui avaient plus de 2 ans et demi, et en mettant des enfants qui avaient peut-être, de souvenirs, si je ne me dis pas de bêtises, 13 mois, qui ne marchaient, qui étaient encore à 4 pattes, et en fait, ils ne faisaient pas du tout la même expérimentation, et les avoir ensemble, c'était juste extraordinaire, parce on avait des enfants qui jouaient avec leur ombre sur le mur, des enfants qui jouaient avec des poches sensorielles qui étaient posées au sol, qui testaient le poids, qui testaient les textures, où ils s'en recouvraient. Et donc du coup, là, ce moment-là, souvent, je le partage avec toujours une de mes collègues pour essayer de lui partager cette bulle d'air qui est la mienne au quotidien, et de lui partager aussi une autre façon, un nouveau regard en fait sur les enfants qu'on accompagne, parce qu'on sort de leur salle de vie ou qui est habituelle à tous les jours, et que là ils sont dans une autre expérimentation et une découverte où on peut se révéler certains enfants, comme tu as pu très bien le dire tout à l'heure, des sorties en ville ou autres avec la médiathèque. Moi j'ai des enfants où ils ont pris le bus et juste en ouvrant la porte de la crèche, on avait l'impression qu'on n'avait plus le même enfant avec nous. Il s'était transformé. À la crèche, il était assez inhibé, et quand il a ouvert la porte, il a dit « Allez, c'est parti, on part faire une aventure ». Il m'a fait redécouvrir toute la ville, parce que du coup, il m'a tout décrit. Il m'a fait découvrir tous les éléments possibles en me présentant chaque objet, chaque couleur, chaque utilité d'objet que lui, en tout cas, il percevait. Et tout était devenu extraordinaire, et en fait il nous a fait vivre ce voyage en bus comme un voyage extraordinaire, et vraiment il m'a emmené en fait dans son quotidien à lui et dans la découverte de son univers. Merci beaucoup Andrew. Merci beaucoup pour vos partages très riches. Voilà ce qu'on voulait vous proposer. Sur le principe, est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez, des interrogations? Partager, oui, non. C'est que vous avez été parfaitement clair. Félicitations à vous. Merci encore beaucoup pour vos partages.